France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, votre émission sur France 24 et Radio France Internationale. Alors l'Europe est complètement chamboulée par les grandes manœuvres de Donald Trump à travers le monde qui remet profondément en cause l'ordre mondial d'après-guerre. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être à Bruxelles, au siège de la Commission européenne, avec Hadja Labib. Bonjour. Bonjour, je rappelle que vous avez été précédemment ministre des Affaires étrangères de la Belgique, du Parti réformateur, qui correspond au centre, au groupe Renew en Europe, si on préfère. Vous avez été aussi ancienne présentatrice vedette de la télévision belge et aujourd'hui commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises. Alors, c'est un peu dire que l'époque n'est pas à la coopération et que par contre l'Union européenne réagit sans cesse à des crises nouvelles. Mon rôle, c'est anticiper les crises, qu'elles soient provoquées par des catastrophes naturelles ou par des guerres ou par des attaques cyber, etc. Et je vais vous donner un très bon exemple de réaction aussi, puisque vous avez parlé de réaction. Le drame qui s'est déroulé à Crans-Montana tout récemment, malheureusement le 1er janvier, restera bien sûr ancré dans les mémoires suisses, mais aussi dans la nôtre, puisque nous avons été appelés, la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, il faut le rappeler, qui ne fait pas partie non plus de notre mécanisme de protection civile, a activé ce mécanisme de solidarité et nous avons immédiatement répondu présent en envoyant 2 experts sur le terrain et en contribuant à l'évacuation rapide de 39 blessés graves qui ont ainsi pu être distribués dans différents pays, dont la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, avec le concours, par exemple, de la Roumanie, aussi de Luxembourg. Tout ça, c'est la solidarité européenne en action, en situation de crise. Parce que je rappelle que vous étiez d'ailleurs présente à la cérémonie d'hommage aux victimes à Crans-Montana. Madame la commissaire, comme toutes les semaines, nous nous penchons sur quelques infos européennes qui ont fait l'actualité. C'est l'Europe en bref, proposée par Oyana Almandoz. Donald Trump ne cesse de répéter sa volonté de s'emparer du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. En réaction, le Danemark et certains États membres, dont la France et l'Allemagne, renforcent leur présence militaire sur ce territoire autonome danois. Le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, hausse le ton. Le Groenland ne veut pas faire partie des États-Unis. Nous choisissons le Groenland tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire comme faisant partie de la communauté du Royaume du Danemark. En Iran, la répression des manifestations par le régime au pouvoir a déjà causé des milliers de morts et plus de 10 000 arrestations. Madrid, Berlin, Paris et d'autres États membres ont convoqué les ambassadeurs iraniens pour demander le respect de la liberté d'expression. Initialement jugée trop timide par certains dans la condamnation de cette répression, l'UE dit néanmoins travailler sur de nouvelles sanctions contre Téhéran. Une force militaire européenne de 100 000 hommes, c'est ce que préconise le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, pour protéger le continent. Nous faisons face à 2 défis. La menace russe et le redéploiement des troupes américaines dans la région Indo-Pacifique. Les États-Unis nous demandent officiellement d'assurer nous-mêmes la défense de l'Europe. Nous ne pouvons qu'être d'accord. L'idée d'armée européenne n'est pas nouvelle, mais jusqu'à présent, les 27 l'ont rejetée par peur de perte de leur souveraineté militaire ou de doublons avec le commandement de l'OTAN. Hadja Labib, votre collègue à la Défense, l'ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius, parle de la création d'une force militaire européenne permanente de 100 000 hommes pour remplacer les forces américaines. Est-ce qu'on est, nous, en Europe, suffisamment préparés à la guerre ? Alors, il est bien que nous constituions cette force militaire, mais rappelez-vous la pandémie. Si nous ne sommes pas capables d'arrêter un virus, que peuvent faire 100 000 militaire ou le meilleur armement. Et donc, il convient d'avoir une approche globale. Aujourd'hui, les crises sont multiples, elles ont des effets en cascade et c'est aussi une des leçons apprises de la pandémie de Covid-19. C'était un virus
qui a immobilisé la planète entière, rappelez-vous, qui a entraîné des problèmes de transport, de communication, d'éducation. On a découvert le présentiel et le non présentiel. Tout cela a provoqué d'abord mon poste, c'est-à-dire un commissaire à l'état de préparation, donc d'anticipation des crises. Et nous avons d'ailleurs produit une stratégie. La gestion des crises, ce n'est pas une question d'experts. C'est une question qui concerne tous les acteurs, à commencer par les citoyens. Donc, si nous sommes préparés avec des kits de survie de 72 heures, que nous avons 72 heures pour les Français, que nous avons proposé, même s'il n'y a pas un kit valable pour les 27, évidemment, ça dépend où on habite. Alors, ces kits de survie, ils sont admis. Ils sont répandus déjà et acceptés, considérés comme normal dans des pays comme la Suède, comme la Finlande, comme le Danemark. Dans d'autres pays, c'est plus difficile. La France, par exemple. La France, par exemple, ou d'autres, peut-être la Belgique aussi, ou l'Espagne, où ça a provoqué certaines questions. On m'a demandé, est-ce que vous n'avez pas peur de semer la panique ? Moi, je dirais plutôt le contraire. Plus nous sommes préparés, et plus nous dormirons tranquilles, parce que nous pourrons faire face à, par exemple, une fermeture pendant quelques heures de toute alimentation énergétique, par exemple, un blackout, comme il s'est passé, d'ailleurs, il s'en est passé en Espagne. Parlons justement de l'Ukraine. Les frappes se multiplient aussi contre les infrastructures. On parlait d'électricité en plein hiver sur des millions de foyers affectés. C'est une crise majeure, une tentative de démoralisation des civils, là en l'occurrence, par les Russes ? Oui, c'est une stratégie très claire qui est poursuivie par les Russes, qui enfreint d'ailleurs les règles du droit de la guerre. Il y a des règles à respecter. On ne vise pas les infrastructures vitales, les infrastructures civiles en temps de guerre, même en temps de guerre. Et évidemment, l'objectif, c'est de mettre à genoux la population. À l'heure où nous nous parlons, il fait à peu près moins 15 degrés en Ukraine, à Kiev particulièrement, où des citoyens, des familles entières doivent loger dans des trains, parce que les trains sont alimentés en énergie, et entre autres grâce à des générateurs que l'Union européenne leur fournit. Depuis le début de la guerre, nous avons fourni à peu près 9500 générateurs à l'Ukraine pour lui permettre justement de survivre. Alors, depuis 2022, nous avons contribué à peu près à hauteur de 1,25 milliard d'euros pour aider l'Ukraine, et nous allons continuer. Donald Trump a pris un peu tout le monde de court. Autre dossier, au Venezuela, après la capture du président Maduro, il vise clairement le pétrole, ne s'en cache pas d'ailleurs, et laisse en place sa vice-présidente, pourtant chaviste. L'Union européenne, qui se veut la championne du respect de l'intégrité territoriale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle semble pas très audible dans ce dossier. Non, à quoi je pense, c'est les générations qui nous précèdent et nous-mêmes qui avons considéré pendant des décennies, vous savez, les États-Unis incarnaient cette force pour la liberté, pour la défense de la démocratie. Et évidemment, il y a beaucoup d'amertume aujourd'hui. D'un autre côté, ce qui se passe au Venezuela est très inquiétant. Ce n'est pas que Maduro avait une légitimité démocratique, certainement pas, mais c'est la manière. Parce qu'effectivement, le droit international, la Charte des Nations Unies est remise en question. Et donc c'est toute l'architecture finalement à laquelle les États-Unis ont largement contribué, celle d'après-guerre, celle qui visait à ce qu'il n'y ait plus jamais de guerre, à établir une paix durable qui est remise en question. Donc moi je dirais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Vénézuéliens, et le dernier mot. Vous savez, j'étais en Colombie il y a quelques semaines où j'ai rencontré énormément de Vénézuéliens. Il faut savoir que les Vénézuéliens, aujourd'hui, c'est le premier groupe de réfugiés au monde. En Europe, c'est le deuxième groupe de demandeurs d'asile après les Afghans. Donc ça montre l'ampleur de la crise. Et en tant que commissaire en charge de l'aide humanitaire, c'est eux
qui m'intéresse, c'est réduire la crise. Nous contribuons à l'aide humanitaire aux Vénézuéliens, aux pays aussi limitrophes qui accueillent beaucoup de réfugiés, mais aussi en Europe, je viens de le dire, il y en a beaucoup en Espagne, entre autres. Donc c'est une crise qui nous concerne tous. Et ce qui m'inquiète, c'est le régime, d'abord, qui est toujours en place, et comment, finalement, le droit à l'autodétermination des peuples sera garanti. Alors, parlons aussi de l'Iran. Là encore, on sent les Européens très gênés aux entournures. Certaines craignent un basculement dans le chaos, d'autres doutent que l'insurrection réussisse à se débarrasser du système totalitaire, d'autres encore ne veulent pas apparaître comme les alliés des États-Unis et d'Israël dans ce dossier. Alors, on dit et on fait quoi en Europe exactement sur ce dossier ? Alors, beaucoup de chancelleries ont demandé aux ambassadeurs, les ont conviés pour demander des explications. C'était la même chose au niveau européen. Nous envisageons des sanctions. Nous en avons déjà pris beaucoup, entre autres contre les corps de la révolution islamique. Et bien sûr, nous sommes à l'écoute du peuple iranien. De nouveau, ici, ce qui nous importe, c'est que le premier et le dernier mot reviennent au peuple iranien. Cette révolution, elle est partie du bazar. Elle part aussi d'une crise économique, d'une inflation auquel les gens ne savent plus faire face. Et il y a une fatigue, évidemment, du régime qui étouffe les libertés fondamentales. Vous vous souviendrez certainement de la révolte qui est née après la mort de Mahsa Amini, cette jeune fille qui avait mal mis son voile et qui était arrêtée par la police des mœurs et qui en a perdu la vie malheureusement. C'était un mouvement qui impliquait beaucoup les femmes et les jeunes. Ici, on est face à un mouvement beaucoup plus populaire, qui est beaucoup plus large. Il y a un ras-le-bol général. En même temps, toutes les régions ne sont pas concernées, et même, je dirais, tous les quartiers de Téhéran. Donc il faut être extrêmement prudent. De nouveau, respecter le droit à l'autodétermination des peuples, écouter ce que les Iraniens veulent, les soutenir. J'entends que Donald Trump dit que l'aide est en route. Nous, en tout cas, nous serons auprès des Iraniens dans l'aide humanitaire, évidemment, s'il y a une situation de crise qui se présente. Et nous aidons déjà, d'ailleurs, les Afghans, les réfugiés afghans qui ont été chassés par millions, vous le savez, d'Iran et beaucoup par la force. Le grand dossier qui affole les Européens en ce moment, c'est le Groenland, territoire autonome du Danemark, un pays qui appartient bien sûr à l'Union européenne et à l'OTAN. Donald Trump répète que les États-Unis auront l'île d'une manière ou d'une autre, je cite, « Si nous ne le prenons pas, la Russie ou la Chine le fera ». De son côté, le Groenland assure qu'il va intensifier ses efforts pour que sa défense soit assurée dans le cadre de l'OTAN et l'Union européenne dans tout ça. L'Union européenne soutient le Danemark, est en empathie et en solidarité avec le peuple groenlandais, qui s'est exprimé très clairement il y a quelques mois. 85% d'entre eux ont dit qu'ils ne voulaient pas faire partie des États-Unis. Le Premier ministre groenlandais s'est exprimé aussi. Il a dit que son pays n'était pas à vendre, qu'il s'il devait choisir entre les États-Unis et le Danemark, il choisirait clairement le Danemark, l'Union européenne et l'OTAN. Et puis on est face aussi à une situation extrêmement complexe avec une menace qui pèse sur un pays qui est membre de l'OTAN, aussi des citoyens groenlandais qui sont citoyens de l'Union européenne. Et donc, oui, c'est une situation sans précédent. Il faut être à l'écoute aussi du Groenland et éviter la surenchère, maintenir l'architecture qui a été construite après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix. Alors, parlons d'un territoire sur lequel l'Union européenne contribue beaucoup, Gaza, qu'il ne faut pas oublier. Le montant total de l'aide financière humanitaire de l'équipe Europe au territoire palestinien occupé, c'est 1,6 milliard d'euros, États membres et Commission européenne compris, depuis le 7 octobre 2023. Donc, c'est un chiffre impressionnant, mais 37 organisations sont bloquées à l'issue d'une nouvelle réglementation. L'aide humanitaire doit parvenir sans entrave. C'est une obligation aussi qui incombe à l'État israélien, la puissance occupante. C'est une obligation inscrite dans les conventions de Genève dont Israël est partie prenante. C'est aussi le message qui a été adressé à plusieurs reprises
par l'ensemble des 27 États membres. Parce que si nous sommes parfois pas tout à fait sur la même ligne quand il s'agit de ce conflit au Moyen-Orient, par contre, l'accès à l'aide humanitaire, nous sommes tous alignés, nous sommes tous sur la même page. Vous savez qu'il y a eu un cessez-le-feu qui a été conclu, nous en sommes ravis, mais d'un autre côté, l'aide humanitaire qui était un des premiers points du plan qui était signé, à savoir laisser à peu près 600 camions entrer par jour, nous en sommes très très loin. Il y a à peu près 250 camions qui entrent par jour à Gaza. C'est largement insuffisant. La crise humanitaire continue à s'aggraver. Vous savez, je me suis rendue moi-même à la porte de Rafah, avec l'Égypte en fait, le point d'entrée qui devrait permettre point de passage de l'aide humanitaire de l'Égypte vers Gaza. Cette porte est malheureusement fermée. Et on assiste à une situation assez, kafkaïenne. J'ai visité des hôpitaux à Rafah où il y a des Palestiniens qui sont bloqués et qui ne demandent qu'une chose, rentrer chez eux. Israël doit respecter ses obligations. Vous êtes en charge de l'égalité et donc du soutien aux minorités. Elles sont de plus en plus stigmatisées dans certains États membres, on sent bien, sur les réseaux sociaux aussi, sous l'influence ultra-conservatrice du Trumpisme, entre autres. Vous allez lancer un grand plan contre le racisme, ces grandes lignes. On a interrogé les citoyens européens. 2/3 d'entre eux nous disent clairement que dans leur pays, le racisme est présent de façon très large, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vie. 47% des citoyens européens d'origine africaine occupent des emplois qui ne correspondent pas à leurs qualifications. Ils sont sous-employés. Nous avons dès lors décidé de déployer une stratégie qui s'attaque finalement à ce qu'on appelle le racisme structurel. Il y a cette tendance qui nous vient d'outre-Atlantique, ce parfum de régression de droits que l'on pensait acquis, et il y a aussi cette nécessité de lutter contre le racisme qui reste largement répandu, et donc ça porte atteinte à la cohésion sociale. Merci Adjala Habib d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes. L'actualité continue bien sûr.